Entre 1792 et 1800, plus de 400 hommes, femmes et enfants réduits en esclavage ont construit ce qui allait devenir le bâtiment le plus reconnaissable d'Amérique. Leurs noms ont été délibérément effacés des registres officiels. Leurs corps ont été enterrés dans des tombes anonymes à travers le district de Columbia. Pendant 2 siècles, le gouvernement a soutenu que ces omissions n'étaient pas accidentelles. Elles faisaient partie de la politique. En 1901, une équipe de restauration découvrit quelque chose sous les fondations de l'aile Est qui poussa le surintendant à ordonner l'arrêt immédiat de toutes les fouilles. Les ouvriers furent tenus au silence. La découverte fut classée secrète en quelques heures. Ce qu'ils trouvèrent suggérait que la construction initiale impliquait bien plus qu'une simple exploitation de la main-d'œuvre. Cela indiquait une dissimulation systématique de mort survenue dans des circonstances que la jeune République ne pouvait jamais se permettre de reconnaître. Ce soir, vous allez entendre ce que contenaient réellement ces documents. Avant de poursuivre l'histoire de la manière dont le plus grand symbole de l'Amérique a été bâti sur une souffrance délibérément effacée de l'histoire, je veux vous demander quelque chose. Si vous nous écoutez depuis Washington, D.C., la Virginie, le Maryland ou n'importe où aux États-Unis, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez. Ces histoires nous appartiennent à tous, et savoir d'où viennent nos auditeurs rend cette communauté encore plus forte. Abonnez-vous maintenant à Liturgy of Fear pour ne jamais manquer les chapitres sombres de l'histoire américaine qu'on a tenté d'enterrer. Découvrons la vérité ensemble. La découverte de 1901 ne serait pas la dernière fois que quelqu'un tomberait sur des preuves de ce qui s'était réellement passé pendant ces 8 années de construction. Mais pour comprendre pourquoi ces révélations étaient en dos si dangereuses, il faut savoir comment le projet a commencé et qui a été réellement forcé à le bâtir. Philadelphie servait de capitale nationale en 1790, mais la Résidence Act votée en juillet imposait la création d'un nouveau district fédéral le long du fleuve Potomac. Le président Washington choisit lui-même l'emplacement exact en janvier 1791, une zone de 10 miles carrés, taillée sur des terres cédées par le Maryland et la Virginie. Le site était loin du paysage majestueux que montreraient de plus tard les peintures. C'était un marécage infesté de moustiques, saturé de malaria, étouffant en été, et peuplé de plantations de tabac éparses, exploitées par des esclaves qui cultivaient cette terre depuis des générations. Les commissaires, chargés de superviser la construction, furent immédiatement confrontés à un problème. Le gouvernement fédéral n'avait pas d'argent. L'ensemble du projet, la maison du président, le Capitole, les bâtiments administratifs, les routes, devait coûter environ 400 000 $, une somme astronomique pour une nation encore noyée dans la dette de la guerre d'indépendance. Le secrétaire d'État, Thomas Jefferson, proposa une solution apparemment simple et élégante: employer des travailleurs réduits en esclavage. Leur maître serait payé un loyer, en général 5 $ par mois et par esclave, tandis que les travailleurs eux-mêmes ne recevraient rien, sinon un peu de nourriture et un abri rudimentaire. Cet arrangement, affirma Jefferson dans une lettre datée de mars 1792, permettrait de contenir les coûts tout en assurant la continuité du travail, sans retard ni plainte. L'architecte en chef, James Hoban, un immigré irlandais, ayant conçu plusieurs bâtiments importants à Charleston, présenta les plans de la maison du président en juillet 1792. Son dessin s'inspirait largement du Leinster House de Dublin, avec une symétrie géorgienne et une échelle ambitieuse. Lorsque Washington examina les plans, il insista pour agrandir encore l'édifice, d'un 5e de plus que la proposition initiale de Hoban. Cette extension nécessiterait bien plus de main-d'œuvre, de matériaux et de temps. Les commissaires envoyèrent des avis dans tout le Maryland et la Virginie. Les propriétaires pouvaient délouer leurs esclaves au projet fédéral de construction. La rémunération était fiable, et le gouvernement promettait de rendre les travailleurs indemnes. Cette promesse s'avérerait sans valeur.
En novembre 1792, environ 150 esclaves furent rassemblés sur le chantier. Ils venaient de plantations situées dans tout le territoire. Comté de Loudon, Charles, Montgomery, Prince George. Les noms de leurs maîtres apparaissent dans les registres de paiement. Daniel Carroll, Notley Young, Samuel Davidson, William Brent. Mais les travailleurs eux-mêmes étaient là mais notés autrement. Les registres n'indiquaient dès souvent qu'un prénom, parfois même pas, seulement Negroman ou Negroboy, suivi d'une estimation d'âge. Tom, 23 ans. Peter, 19 ans. Un garçon nommé Harry, peut-être 14 ans. Un homme nommé Len, dont les documents suggèrent qu'il avait plus de 50 ans, trop vieux pour un travail aussi exténuant, mais loué tout de même parce que son maître avait besoin de l'argent mensuel. Le travail commença immédiatement, alors que l'hiver approchait. La première tâche consistait à défricher le site, abattre les arbres, assécher les marécages et creuser les fondations. Cela signifiait travailler jusqu'à la taille dans la boue glacée, armés seulement de pelles, de pioches et de leur force brute. Les lettres des commissaires de ce premier hiver mentionnent brièvement des difficultés avec la main-d'œuvre noire, dues au climat, sans donner de détails sur la nature de ces difficultés. Une note datée du 14 décembre 1792 évoque le remplacement de 3 travailleurs, incapables de continuer, sans expliquer pourquoi ni ce qu'il était advenu d'eux. Un des rares ouvriers ayant laissé une trace dans les archives s'appelait Isaac, loué à un planteur nommé Samuel Hanson. Isaac était un charpentier qualifié, l'un des nombreux artisans esclaves amenés sur le projet pour leurs compétences indispensables. La correspondance des commissaires montre qu'Isaac travailla sur la charpente intérieure tout au long de 1793 et 1794, et que Hanson fut payé pour son travail jusqu'en novembre 1794. Puis, le nom d'Isaac disparaît des registres. Aucune mention de son retour à la plantation d'Hanson. Aucun enregistrement de vente ni de transfert. Simplement effacé des documents comme s'il n'avait jamais existé. Un autre nom revient souvent dans les premiers registres, celui de Peter Lennox, tailleur de pierre, réduit en esclavage par Martha Custis Peter, la petite fille par alliance de George Washington. Lennox supervisait la taille des pierres à la carrière gouvernementale d'Acquia, en Virginie, où l'on extrayait le grès couleur crème destiné à la maison du président. Ce travail était parmi les plus dangereux. D'énormes blocs de pierre devaient être découpés, soulevés et transportés sans aucun équipement moderne. Une seule erreur pouvait écraser un homme sur le champ. Le nom de Lennox figure dans les registres de paiement jusqu'en 1796, noté comme fiable et compétent. Après 1796, lui aussi disparaît de la documentation. Les commissaires Thomas Johnson, Daniel Carroll et David Stuart se succédaient à divers postes, mais leur correspondance révèle une inquiétude constante quant au calendrier du projet. Le président Washington voulait que la maison soit achevée avant la fin de son mandat en 1797. Cette pression se traduisit par des horaires de travail épuisants pour les ouvriers esclaves. Les lettres échangées entre les commissaires et Auban évoquent un labeur du lever au coucher du soleil, quand le temps le permet, et des équipes doublées sur les fondations pour respecter les délais. Ces brèves mentions laissent me deviner la réalité. Des journées de 16 heures, 7 jours sur 7 lorsque le climat le permettait, sans autre compensation qu'un peu de nourriture. Les conditions de vie étaient tout aussi dures. Les travailleurs étaient logés dans des baraques en bois, temporaires près du chantier, de simples abris offrant peu de protection contre les éléments. Un registre de dépenses de mars 1793 note l'achat de paille pour les logements des nègres, suggérant qu'ils dormaient à même le sol avec seulement un peu de paille comme literie. Une autre entrée de août 1793 autorise l'achat de poissons salés et de farine de maïs pour nourrir les ouvriers noirs, les provisions les moins chères possibles. Pas de viande, pas de légumes, juste assez pour les maintenir debout.
La maladie était inévitable. Les marais favorisaient la malaria, le typhus et la dysenterie. Les lettres des commissaires mentionnent parfois la maladie parmi la main-d'œuvre, toujours décrite comme un simple contretemps pour le calendrier des travaux. Une note de juin 1793 se plaint que le flux, la dysenterie, a touché les travailleurs noirs, réduisant la main-d'œuvre disponible de près d'un tiers. La dysenterie pouvait tuer en quelques jours si elle était sévère. La lettre ne dit rien du traitement ou du rétablissement, seulement du retard occasionné. Les soins médicaux pour les travailleurs esclaves étaient, au mieux, rudimentaires. Les commissaires engagèrent un médecin nommé William Thornton pour s'occuper des ouvriers, mais ses registres de paiement montrent qu'il était bien moins rémunéré pour soigner les esclaves que pour les travailleurs blancs libres. Plus révélateur encore, les factures de Thornton indiquent beaucoup moins de visites aux esclaves, malgré leur nombre plus important. Quand un esclave tombait trop malade pour travailler, la solution la plus courante était de le renvoyer à son maître et d'en louer un autre en remplacement. Cette pratique ne laissait aucune trace écrite de ce qu'il advenait des malades. S'étaient-ils rétablis? Étaient-ils morts? Avaient-ils été vendus pour compenser la perte du revenu de location? Le tailleur de pierre écossais, Colin Williamson, tenait un registre plus détaillé que la plupart. Williamson supervisait une grande partie des travaux de maçonnerie et conserva un journal qui demeura dans les papiers de sa famille jusqu'à son don à la Bibliothèque du Congrès en 1968. Ses entrées de 1794 et 1795 offrent de rares aperçus du quotidien de ce chantier. Les hommes d'abonoir travaillent à Idim-la-Pierre malgré les mains en sang, écrivit-il en avril 1794. On ne leur donne ni gants ni outils adaptés à leurs mains, et pourtant on exige d'eux la même qualité que celle des maçons formés. Plusieurs ont des infections qui devraient être soignées. J'en ai parlé au représentant du commissaire, qui m'a répondu que les soins seraient sans fournis lorsque le temps le permettrait. Le temps, semble-t-il, ne le permet jamais. Le journal de Williamson relate également un incident de juillet 1794, qui n'apparaît dans aucun document officiel. Aujourd'hui, un échafaudage s'est effondré sur le mur sud. 3 hommes sont tombés, 2 d'entre eux des Noirs. L'homme blanc a été immédiatement transporté chez le médecin. Les 2 Noirs sont restés là où ils étaient tombés pendant près d'1 heure avant qu'on ne s'occupe d'eux. L'un semble avoir le dos brisé. Je doute qu'il survive, et s'il survit, il ne marchera plus jamais. Cela me trouble profondément, mais on me dit que ce n'est pas mon affaire. L'homme au dos brisé était probablement Ben, un travailleur asservi appartenant à William Brent. Le nom de Ben figure dans les registres de paix jusqu'en juin 1794, puis disparaît. Brent continua de recevoir des paiements pour travail de nègre en juillet et août 1794, mais le nom changea pour Negro Man Jim. Ce schéma, substitution soudaine de noms dans les registres sans explication, se répète tout au long de la période de construction, suggérant que les ouvriers étaient remplacés et que les circonstances de leur départ étaient délibérément laissées sans trace. En 1795, la coque du bâtiment était largement achevée, mais les travaux intérieurs allaient durer encore plusieurs années. Le projet s'étendit. Il ne s'agissait plus seulement de la maison du président, mais aussi du paysage environnant, des routes et des bâtiments annexes. Cette expansion fit croître la main-d'œuvre durant la seconde moitié de la décennie. À son apogée, en 1798, entre 400 et 500 travailleurs œuvraient sur le site et dans les activités connexes, carrières, fours à briques, scieries. La majorité étaient des esclaves. Les documents des commissaires de cette période deviennent de plus en plus flous à leur sujet. Les lettres antérieures mentionnaient au moins leurs catégories: nègres charpentiers, nègres ouvriers, nègres carriers. Après 1795, les termes changent. Ouvriers engagés des plantations voisines, travailleurs sous contrat, domestiques. Ce glissement linguistique n'était pas accidentel. À mesure que le projet gagnait en notoriété, les commissaires prenaient garde
à la manière dont ils documentaient la composition de la main-d'œuvre. Ils comprenirent déjà que l'image posait problème. La maison du président, symbole de la nouvelle République, était construite par des gens qui n'avaient aucune liberté dans cette République. George Washington visita le chantier à plusieurs reprises durant les années 1790. Ses journaux décrivent les progrès architecturaux, les délais, mais jamais les travailleurs asservis. Pourtant, au moins 70% de la main-d'œuvre. Cette omission en dit long sur la manière dont les fondateurs choisissaient de voir ou de ne pas voir le travail qui bâtissait leurs institutions. Les ouvriers blancs, pour la plupart des immigrants d'Irlande et d'Écosse, recevaient un salaire réel, environ $1 par jour pour les artisans qualifiés, 50 cents pour les manœuvres. Ils pouvaient d'un partir, se plaindre des conditions, avec gondo des noms complets, des origines, des proches. En cas de blessure, ils recevaient des soins et des compensations. S'ils mouraient, ils étaient enterrés dans des tombes marquées et leurs familles de prévenus. Rien de tout cela ne s'appliquait aux esclaves. Ils n'avaient ni choix, ni voix, ni recours. Ils bâtissaient dans la maison, pierre après pierre, brique après brique, sachant qu'ils n'y entreraient jamais autrement que comme serviteurs, sachant que leurs enfants hériteraient de leur chaîne, sachant que leurs noms seraient oubliés, tandis que ceux des architectes, commissaires et présidents seraient désormais gravés dans les livres d'histoire. Mais certains laissèrent tout de même des traces, de petits actes délibérés de présence, découverts des siècles plus tard. Au printemps 1796, James Hoban signala un problème au commissaire. Plusieurs blocs de pierre du mur nord portèrent d'étranges marques, des griffures peu profondes, manifestement intentionnelles. Sa lettre du 3 avril 1796 les décrit comme des « symboles » ou lettres grossières, de but inconnu. Il demanda s'il fallait remplacer les blocs ou simplement les tourner vers l'intérieur. La réponse, datée du 10 avril, fut claire. Tournez les pierres vers l'intérieur et poursuivez le travail. Ces marques sont sans doute des égratignures sans signification dues à la manutention. Inutile de retarder le chantier pour de telles trivialités. L'incident fut clos. Mais ces marques n'étaient pas insignifiantes. C'étaient désormais des noms. Les tailleurs de pierre asservis avaient gravé leurs initiales, parfois leurs noms entiers, dans les blocs qu'ils façonnaient. Des actes d'un courage extraordinaire, car la découverte en flagrant délit aurait entraîné une punition sévère, mais ils l'ont fait malgré tout. Ces hommes dont les registres ne gardaient que Tom, Peter ou un négroman gravèrent Tess, Powell et parfois Isaac, en voyant leurs pierres rejoindre à jamais la maison du président. C'était leur façon de dire « Nous étions là, c'est nous qui avons construit cela, souvenez-vous de nous ». Hoban ne rapporta plus d'autres pierres de marquer. Sans doute avait-il cessé de remarquer ou cessé de signaler. Sa seconde option semble la plus probable. Pourquoi importuner les commissaires avec quelque chose qu'ils jugeaient déjà sans importance? Ces pierres ne furent mais redécouvertes qu'en 1902, lors de la rénovation entreprise par Theodore Roosevelt. Les ouvriers, retirant le plâtre des murs intérieurs, trouvèrent les blocs tournés vers l'intérieur, exactement comme Hoban en avait reçu l'ordre. Le superviseur des travaux, Charles McKim, en fit mention dans ses notes privées. Trouver diverses pierres portant des marques grossières sur les faces intérieures. Certaines semblent être des initiales ou des noms. Origine incertaine, probablement gravées par des ouvriers lors de la construction d'origine. McKim comprit sans doute leur signification, mais aucun rapport officiel ne fut déposé. Les pierres restèrent en place, cachées sous un nouveau plâtre. Mais les pierres marquées n'étaient qu'une petite partie de ce qu'on avait choisi de dissimuler. Le véritable ensevelissement commença à l'été 1797, après un incident qui aurait pu ruiner la réputation du projet. Juillet 1797 fut marqué par une canicule sans précédent. La température dépassa les 100 degrés Celsius, environ 37 degrés, pendant plusieurs jours. La chaleur extrême, l'humidité des marais et le manque d'eau potable créèrent des conditions catastrophiques pour les travailleurs. En moins de 2 semaines, des douzaines d'esclaves tombèrent malades
de ce que la correspondance des commissaires nomme vaguement des fièvres d'été. Les commissaires envoyèrent-on des lettres urgentes aux propriétaires de plantations. Vos travailleurs sont tombés malades et ne peuvent y continuer. Envoyez des remplaçants. Au moins 23 de ces lettres survivent encore. Chacune demande des remplaçants immédiats, ce qui laisse penser que le nombre de malades était bien supérieur à 23. Que leur est-il arrivé? Les archives ne contiennent aucun suivi. Les des rares réponses des propriétaires se contentent de dire « remplacement envoyé ». Aucune mention de guérison, de décès, de retour. Rien. Les entrées du journal de Williamson pour cette période sont terrifiantes. La maladie se répand dans les baraques des Noirs comme un feu sauvage, écrit-il le 23 juillet 1797. J'ai vu au moins une douzaine d'hommes trop faibles pour se tenir debout. Et pourtant, aucun médecin ne les soigne. Ils gisent dans ces misérables baraques, brûlant de fièvre, et personne ne semble s'en soucier, si ce n'est pour savoir quand les remplaçants arriveront. J'ai demandé quelles dispositions avaient été prises pour les soigner. On m'a répondu qu'ils avaient été déplacés dans un lieu isolé pour éviter la contagion. Lorsque j'ai demandé où se trouvait ce lieu, on m'a répondu que cela ne me regardait pas. Son entrée du 28 juillet est encore plus dérangeante. J'ai appris où les malades sont gardés. Il y a un abri grossièrement construit près de l'ancien four à chaux, à environ 1/4 de mille du chantier principal. Je m'y suis rendu ce matin, bien qu'on m'ait ordonné de rester dans ma zone assignée. Ce que j'ai trouvé me trouble profondément. Au moins 20 hommes gisent dans cet abri, presque sans soin. Une femme, une jeune fille, à peine 16 ans, tente de les soigner du mieux qu'elle peut avec seulement de l'eau et des chiffons. La chaleur à l'intérieur de ce hangar est insupportable. Beaucoup d'hommes sont clairement en train de mourir. J'ai affronté le contremaître à propos de ce traitement barbare et il m'a répondu très simplement que les commissaires ne pouvaient pas se permettre d'arrêter la construction à cause de la maladie. Les malades se rétabliraient ou non, et que mon travail concernait la maçonnerie, pas les soins. J'ai honte de faire partie de cette entreprise. La jeune fille, mentionnée par Williamson, n'apparaît nulle part dans les registres officiels. Des femmes réduites en esclavage ont également travaillé sur le projet, principalement comme cuisinières et blanchisseuses, mais leur présence est à peine documentée. Cette fille particulière aurait pu être amenée spécialement pour s'occuper des malades. Une esclave ayant une expérience en soins infirmiers, engagée temporairement, puis renvoyée à son maître lorsque la crise s'est terminée, ou non. La dernière note de Williamson à ce sujet, datée du 5 août 1797, glace le sang par sa brièveté. Le hangar près du four était vide maintenant. Tous. J'ai demandé ce qu'il était advenu des hommes qui s'y trouvaient. On m'a dit qu'ils s'étaient rétablis et avaient été renvoyés dans leur plantation, mais je n'ai vu arriver aucune charrette pour les transporter. Je n'ai vu aucun homme marcher ni être conduit ailleurs. Le hangar est simplement vide et personne n'en parle. Je soupçonne qu'il s'est passé quelque chose d'horrible, mais je n'ai ni preuve ni personne à qui en parler. Que s'est-il passé avec ces ouvriers malades? S'ils s'étaient vraiment rétablis et avaient été renvoyés, il y aurait une trace, des lettres de propriétaires de plantations reconnaissant leur retour, se plaignant d'ouvriers arrivés affaiblis. Quelque chose. À la place, il n'y a que le silence, un vide dans les archives, là où devraient se trouver les réponses. L'une des rares lettres de propriétaires d'esclaves ayant survécu à cette période apporte un indice troublant. Samuel Hansen, l'homme qui avait loué Isaac le charpentier, écrivit au commissaire en septembre 1797 pour s'enquérir de 3 de ses esclaves envoyés sur le chantier en juin. « J'ai reçu le paiement pour leur travail jusqu'en juillet », écrivait Hansen, « mais ils ne m'ont pas été rendus comme prévu lorsque j'ai envoyé des remplaçants en août. Je voudrais connaître leur situation et savoir quand ils reviendront, car j'ai besoin d'eux pour les récoltes. » La réponse du commissaire, datée du 18 septembre 1797, est exaspérante de vague. Les travailleurs auxquels vous faites référence ont été frappés d'une maladie estivale et n'ont pu continuer. Des dispositions ont été prises pour leurs soins.
Nous allons nous renseigner sur leur situation actuelle et vous informer en conséquence. Aucune lettre de suivi ne prouve que ces informations aient jamais été données. La correspondance ultérieure de Hansen ne mentionne plus jamais ces 3 hommes, ce qui suggère qu'il a soit reçu une réponse verbale privée, soit abandonné ces questions. Mais certains propriétaires ne lâchèrent pas. En novembre 1787, William Brent envoya une lettre ferme au commissaire, exigeant le retour de 5 esclaves qui n'étaient jamais revenus dans sa plantation, bien qu'ils eussent été remplacés depuis des mois. J'ai perdu l'usage de 5 travailleurs valides pour lesquels je continue à recevoir un paiement, mais les hommes eux-mêmes ne sont pas revenus. Cette situation ne peut continuer. J'exige soit le retour de ces ouvriers, soit une explication sur la raison pour laquelle ils ne peuvent te revenir, ainsi qu'une compensation pour leurs pertes s'ils sont morts au service fédéral. Cette lettre toucha un nerf. La réponse des commissaires arriva en 3 jours, une rapidité inhabituelle, et son ton était défensif. Les travailleurs auxquels vous faites référence ont connu des circonstances malheureuses durant leur service. La mort est survenue malgré tous les efforts de traitement. Nous regrettons ce dénouement, mais notons que le travail auquel ils étaient employés comportait des risques inhérents connus lors de leur engagement. Le paiement de leur travail cessera à partir du 1er novembre 1797. Aucune compensation supplémentaire ne peut être accordée. Ainsi, au moins 5 des ouvriers de Brent étaient morts. Les commissaires l'admirent, contraints, sans fournir le moindre détail. Ni comment ils étaient marciés morts, ni où ils avaient été enterrés, ni si leurs familles avaient été informées. Leur décès était traité comme une simple question administrative. Les travailleurs sont morts, le paiement cesse, affaire classée. Combien d'autres sont morts? L'aveu concernant les 5 hommes de Brent suggère que des décès ont bien eu lieu, mais qu'ils ont été intentionnellement dissimulés. Si les décès n'étaient ne mentionnés que lorsque les propriétaires exigeaient des réponses, combien furent passés sous silence? L'historien de l'architecture, Benjamin Latrobe Jr., fils du célèbre architecte, analysant ces documents plus tard, estima dans une lettre privée de 1882 qu'entre 30 et 50 esclaves avaient probablement péri durant la construction de la maison du président, bien qu'aucune trace officielle ne l'admette. Latrobe se fondait sur les lacunes dans les registres de paiement, les substitutions soudaines de noms et le nombre inhabituellement élevé d'ouvriers de remplacement demandés, surtout durant l'été 1797. Mais même cette estimation pourrait être prudente. Si 50 personnes étaient mortes en 8 ans de travaux, ce serait un taux étonnamment bas, vu les conditions. D'autres chantiers de l'époque, canaux, fortifications, ports, affichaient des taux de mortalité de 10 à 15% parmi les travailleurs réduits en esclavage. Appliqué à la maison du président, qui employa environ 400 à 500 esclaves sur plusieurs rotations, le bilan pourrait être de 40 à 75 morts. Où furent-ils enterrés? Cette question mène à la découverte faite en 1901 par le surintendant, celle qui provoqua l'arrêt immédiat des fouilles et le serment de silence des ouvriers. Cette année-là, le projet de restauration consistait à renforcer les fondations de l'aile est. Les ouvriers creusèrent jusqu'aux pierres d'origine, posées en 1792. À environ 2 mètres sous le niveau actuel du sol, ils trouvèrent des ossements, des os humains, au moins une douzaine de crânes selon les notes privées du surintendant, ainsi que de nombreux autres os enterrés à la hâte et sans cérémonie. Pas de cercueil, pas de marqueurs, seulement des os dans la terre sous les fondations. Le surintendant, Henry Reed, comprit immédiatement les implications. Si la nouvelle se répandait, cela déclencherait des enquêtes, des questions, un scandale national. Reed prit une décision, réenterrer les os sur place, ordonner le silence à tous les ouvriers et poursuivre les travaux ailleurs. Reed tenait un journal personnel que ses descendants donnèrent aux archives nationales en 1978. Dans son entrée du 12 octobre 1901, il décrivit la découverte. Nous les avons trouvés à environ 2 mètres de profondeur, juste à l'extérieur de la ligne de fondation est.
Les os étaient mêlés sans trace d'enterrement correct. Certains crânes montraient des signes de traumatisme, bien que je ne sois pas expert. Nous avons compté au moins 12 crânes, peut-être plus. Les ouvriers noirs de notre équipe devinrent très silencieux. Un vieil homme nommé Joseph, travaillant ici depuis 40 ans, dit avoir entendu de son grand-père des histoires d'ouvriers enterrés près de la maison lors de la construction d'origine. Il les appelait les oubliés. Nous avons tout réenterré avant la fin de la journée. J'ai ordonné à tous de garder le silence sous peine de renvoi immédiat. J'ai déplacé les travaux du côté ouest. Je ne pouvais risquer que cela soit rendu public. J'avoue m'être senti malade toute la soirée en pensant à ces pauvres âmes ensevelies comme des déchets sous cette grande maison. Reed ne rédigea jamais de rapport officiel, n'en parla à personne du gouvernement. Il garda le secret jusqu'à sa mort en 1924. La découverte de son journal, des décennies plus tard, révéla enfin ce qui avait été trouvé puis rebouché. Les os soulevaient des questions terribles. Si ces ouvriers esclaves avaient été enterrés juste à côté des fondations, étaient-ils morts durant la construction? Étaient-ce eux, ceux disparus des registres en 1797? Y avait-il d'autres sites d'enterrement jamais découverts? Reed nota que certains crânes montraient des blessures évoquant un traumatisme. Cela pouvait être dû à des accidents, à l'épuisement, voire à la violence. Sans examen médico-légal, la vérité resterait à jamais inconnue. Ce qui est certain, c'est qu'au moins une douzaine d'êtres humains furent enterrés sans nom sur les terrains de la Maison-Blanche, et que ce fait fut délibérément caché, en 1797 comme en 1901. Quelqu'un décida, à 2 reprises, que ces morts ne méritaient pas d'être reconnus. La maison du président fut achevée en novembre 1800, lorsque John Adams devint le premier président à y résider. À ce moment, la plupart des esclaves qui l'avaient bâti étaient déjà renvoyés dans leurs plantations du Maryland et de Virginie, leur rôle effacé du récit officiel. Le rapport final des commissaires, remis en décembre 1800, est un chef-d'œuvre d'omission. Il détaille chaque coup, chaque prouesse technique, loue le design de James Hoban et la vision de George Washington, remercie les artisans qualifiés, mais ne mentionne jamais que la majorité d'entre eux étaient des esclaves, non rémunérés, non reconnus, et parfois même non enterrés. Thomas Jefferson emménagea en mars 1801 après son investiture, amenant avec lui ses propres esclaves de Monticello, cuisiniers, domestiques, jardiniers, pour entretenir la maison qu'il n'avait pas bâtie, mais sous laquelle reposaient, silencieux, les oubliés. La chaleur à l'intérieur de ce hangar est insupportable. Beaucoup d'hommes sont clairement en train de mourir. J'ai affronté le contremaître à propos de ce traitement barbare, et il m'a répondu très simplement que les commissaires ne pouvaient ni pas se permettre d'arrêter la construction à cause de la maladie. Les malades se rétabliraient, ou non, et que mon travail concernait la maçonnerie, pas les soins. J'ai honte de faire partie de cette entreprise. La jeune fille, mentionnée par Williamson, n'apparaît nulle part dans les registres officiels. Des femmes réduites en esclavage ont également travaillé sur le projet, principalement comme cuisinières et blanchisseuses, mais leur présence est à peine documentée. Cette fille particulière aurait pu être amenée spécialement pour s'occuper des malades. Une esclave, ayant une expérience en soins infirmiers, engagée temporairement, puis renvoyée à son maître lorsque la crise s'est terminée, ou non. La dernière note de Williamson à ce sujet, datée du 5 août 1797, glace le sang par sa brièveté. Le hangar près du four est vide maintenant. Tous. J'ai demandé ce qu'il était advenu des hommes qui s'y trouvaient. On m'a dit qu'ils s'étaient rétablis et avaient été renvoyés dans leur plantation, mais je n'ai vu arriver aucune charrette pour les transporter. Je n'ai vu aucun homme marcher ni être conduit ailleurs. Le hangar est simplement vide et personne n'en parle. Je soupçonne qu'il s'est passé quelque chose d'horrible, mais je n'ai ni preuve ni personne à qui en parler. Que s'est-il passé avec ces ouvriers malades? S'ils s'étaient vraiment rétablis et avaient eux été renvoyés, il y aurait une trace,
des lettres de propriétaires de plantations reconnaissant leur retour, se plaignant d'ouvriers arrivés affaiblis, quelque chose. À la place, il n'y a que le silence, un vide dans les archives, là où devraient se trouver les réponses. L'une des rares lettres de propriétaires d'esclaves ayant survécu à cette période apporte un indice troublant. Samuel Hansen, l'homme qui avait loué Isaac le charpentier, écrivit au commissaire en septembre 1797 pour s'enquérir de 3 de ses esclaves envoyés sur le chantier en juin. « J'ai reçu le paiement pour leur travail jusqu'en juillet », écrivait Hansen, « mais ils ne m'ont pas été rendus comme prévu lorsque j'ai envoyé des remplaçants en août. Je voudrais connaître leur situation et savoir quand ils reviendront, car j'ai besoin d'eux pour les récoltes. » La réponse du commissaire, datée du 18 septembre 1787, est exaspérante de vague. Les travailleurs auxquels vous faites référence ont été frappés d'une maladie estivale et n'ont pu continuer. Des dispositions ont été prises pour leurs soins. Nous allons nous renseigner sur leur situation actuelle et vous informer en conséquence. Aucune lettre de suivi ne prouve que ces informations aient jamais été données. La correspondance ultérieure de Hansen ne mentionne plus jamais ces 3 hommes, ce qui suggère qu'il a soit reçu une réponse verbale privée, soit abandonné ces questions. Mais certains propriétaires ne lâchèrent pas. En novembre 1797, William Brent envoya une lettre ferme au commissaire, exigeant le retour de 5 esclaves qui n'étaient jamais revenus dans sa plantation, bien qu'ils eussent été remplacés depuis des mois. « J'ai perdu l'usage de 5 travailleurs valides pour lesquels je continue à recevoir un paiement, mais les hommes eux-mêmes ne sont pas revenus. Cette situation ne peut continuer. J'exige soit le retour de ces ouvriers, soit une explication sur la raison pour laquelle ils ne peuvent revenir, ainsi qu'une compensation pour leurs pertes s'ils sont morts au service fédéral. » Cette lettre toucha un nerf. La réponse des commissaires arriva en 3 jours, une rapidité inhabituelle, et son ton était défensif. Les travailleurs auxquels vous faites référence ont connu des circonstances malheureuses durant leur service. La mort est survenue malgré tous les efforts de traitement. Nous regrettons ce dénouement, mais notons que le travail auquel ils étaient employés comportait des risques inhérents connus lors de leur engagement. Le paiement de leur travail cessera à partir du 1er novembre 1797. Aucune compensation supplémentaire ne peut être accordée. Ainsi, au moins 5 des ouvriers de Brent étaient morts. Les commissaires l'admirent, contraints, sans fournir le moindre détail, ni comment ils étaient morts, ni où ils avaient été enterrés, ni si leurs familles avaient été informées. Leur décès était traité comme une simple question administrative. Les travailleurs sont morts, le paiement cesse, affaire classée. Combien d'autres sont morts? L'aveu concernant les 5 hommes de Brent suggère que des décès ont bien eu lieu, mais qu'ils ont été intentionnellement dissimulés. Si les décès n'étaient mentionnés que lorsque les propriétaires exigeaient des réponses, combien furent passés sous silence? L'historien de l'architecture, Benjamin Latrobe Jr., fils du célèbre architecte, analysant ces documents plus tard, estima dans une lettre privée de 1882 qu'entre 30 et 50 esclaves avaient probablement péri durant la construction de la maison du président, bien qu'aucune trace officielle ne l'admette. Latrobe se fondait sur les lacunes dans les registres de paiement, les substitutions soudaines de noms et le nombre inhabituellement élevé d'ouvriers de remplacement demandés, surtout durant l'été 1797. Mais même cette estimation pourrait être prudente. Si 50 personnes étaient mortes en 8 ans de travaux, ce serait un taux étonnamment bas vu les conditions. D'autres chantiers de l'époque, canaux, fortifications, ports, affichaient des taux de mortalité de 10 à 15% parmi les travailleurs réduits en esclavage. Appliqué à la maison du président, qui employa environ 400 à 500 esclaves sur plusieurs rotations, le bilan pourrait être de 40 à 75 morts. Où furent-ils enterrés? Cette question mène à la découverte faite en 1901 par le surintendant, celle qui provoqua l'arrêt immédiat des fouilles et le serment de silence des ouvriers. Cette année-là,
Le projet de restauration consistait à renforcer les fondations de l'aile est. Les ouvriers creusèrent jusqu'aux pierres d'origine, posées en 1792. À environ 2 mètres sous le niveau actuel du sol, ils trouvèrent des ossements, des os humains, au moins une douzaine de crânes selon les notes privées du surintendant, ainsi que de nombreux autres os enterrés à la hâte et sans cérémonie. Pas de cercueil, pas de marqueur, seulement des os dans la terre sous les fondations. Le surintendant, Henry Reed, comprit immédiatement les implications. Si la nouvelle se répandait, cela déclencherait des enquêtes, des questions, un scandale national. Reed prit une décision, réenterrer les os sur place, ordonner le silence à tous les ouvriers et poursuivre les travaux ailleurs. Reed tenait un journal personnel que ses descendants donnèrent aux Archives nationales en 1978. Dans son entrée du 12 octobre 1901, il décrivit la découverte. Nous les avons trouvés à environ 2 mètres de profondeur, juste à l'extérieur de la ligne de fondation est. Les os étaient en démêlés sans trace d'enterrement correct. Certains crânes montraient des signes de traumatisme, bien que je ne sois pas expert. Nous avons compté au moins 12 crânes, peut-être plus. Les ouvriers noirs de notre équipe devinrent très silencieux. Un vieil homme nommé Joseph, travaillant ici depuis 40 ans, dit avoir entendu de son grand-père des histoires d'ouvriers enterrés près de la maison lors de la construction d'origine. Il les appelait les oubliés. Nous avons tout réenterré avant la fin de la journée. J'ai ordonné à tous de garder le silence sous peine de renvoi immédiat. J'ai déplacé les travaux du côté ouest. Je ne pouvais risquer que cela soit rendu public. J'avoue m'être senti malade toute la soirée en pensant à ces pauvres âmes ensevelies comme des déchets sous cette grande maison. Reed ne rédigea jamais de rapport officiel, n'en parla à personne du gouvernement. Il garda le secret jusqu'à sa mort en 1924. La découverte de son journal, des décennies plus tard, révéla enfin ce qui avait été trouvé puis rebouché. Les os soulevaient des questions terribles. Si ces ouvriers esclaves avaient été enterrés juste à côté des fondations, étaient-ils morts durant la construction? Étaient-ce eux, ceux disparus des registres en 1197? Y avait-il d'autres sites d'enterrement jamais découverts? Reed nota que certains crânes montraient des blessures, évoquant un traumatisme. Cela pouvait être dû à des accidents, à l'épuisement, voire à la violence. Sans examen médico-légal, la vérité resterait à jamais inconnue. Ce qui est certain, c'est qu'au moins une douzaine d'êtres humains furent enterrés sans nom sur les terrains de la Maison-Blanche et que ce fait fut délibérément caché, en 1797 comme en 1901. Quelqu'un décida, à 2 reprises, que ces morts ne méritaient pas d'être reconnus. La maison du président fut achevée en novembre 1800, lorsque John Adams devint le premier président à y résider. À ce moment, la plupart des esclaves qui l'avaient bâti étaient déjà renvoyés dans leurs plantations du Maryland et de Virginie, leur rôle effacé du récit officiel. Le rapport final des commissaires, remis en décembre 1800, est un chef-d'œuvre d'omission. Il détaille chaque coup, chaque prouesse technique, loue le design de James Hoban et la vision de George Washington, remercie les artisans qualifiés, mais ne mentionne jamais que la majorité d'entre eux étaient des esclaves, non rémunérés, non reconnus, et parfois même non enterrés. Thomas Jefferson emménagea en mars 1801 après son investiture, amenant avec lui ses propres esclaves de Monticello, cuisiniers, domestiques, jardiniers, pour entretenir la maison qu'il n'avait pas bâtie, mais sous laquelle reposaient, silencieux, les oubliés. Pour Jefferson, la présence de personnes réduites en esclavage dans le bâtiment n'avait rien d'ironique ni de contradictoire. C'était simplement ainsi que le monde fonctionnait. Il écrivait avec éloquence sur la liberté tout en étant entouré de gens qui n'en avaient aucune, sans jamais sembler percevoir la dissonance profonde de cette situation. Le bâtiment devint connu sous le nom de Maison-Blanche plusieurs décennies plus tard, bien que l'origine de ce nom soit disputée. Certains affirment qu'il vient de la peinture blanche appliquée sur les murs de grès après que les troupes britanniques eurent incendié l'édifice en 1814.
D'autres prétendent qu'on l'a toujours appelé ainsi, en raison de la couleur naturelle du grès. Quelle qu'en soit la raison, le nom s'imposa, et avec lui, une mythologie presque entièrement fausse sur la construction du bâtiment. Les récits officiels de la Maison-Blanche, rédigés tout au long du XIXe siècle, mentionnaient à peine la main-d'œuvre esclave. Lorsqu'ils la reconnaissaient, c'était avec des euphémismes, serviteurs, ouvriers des plantations locales, travailleurs sous contrat. L'implication était toujours que ces gens étaient des employés ordinaires, accomplissant un travail ordinaire pour une rémunération ordinaire. Le fait qu'ils fussent esclaves, qu'ils n'aient eu aucun choix, qu'ils n'aient rien reçu, tout cela était gommé, aseptisé, rendu invisible. Même les rares histoires qui reconnaissaient le rôle de l'esclavage le minimisaient. Un guide de Washington, publié en 1831, décrivait la maison du président comme érigée par des artisans et des ouvriers, qualifiés réunis grâce aux efforts diligents des commissaires fédéraux. Formellement exact, mais réunis, donnait l'impression d'une collaboration volontaire, non d'un travail forcé. L'auteur du guide, Jonathan Elliott, connaissait assurément la vérité. Il avait consulté les papiers des commissaires, mais il choisit des mots qui ne heurteraient pas la fierté patriotique de ses lecteurs. Ce schéma de mémoire sélective se poursuivit tout au long du siècle. Lors des grandes rénovations des années 1820, 1830 et 1860, les journaux couvrirent largement les travaux, mais jamais ils ne se demandèrent qui avait construit la structure d'origine ni dans quelles conditions. Lorsque les présidents faisaient visiter la maison ou donnaient des discours sur son histoire, ils évoquaient les influences architecturales irlandaises ou écossaises, sans jamais mentionner les mains africaines qui avaient réellement bâti les murs. Pourtant, certains connaissaient la vérité. Ils n'avaient ni simplement aucun moyen de la faire entendre. Parmi la communauté afro-américaine de Washington et des environs, l'histoire de la construction fut transmise oralement de génération en génération. Des vieillards ayant travaillé sur le chantier racontèrent à leurs enfants et petits-enfants ce que cela avait réellement été. La chaleur, la maladie, les amis disparus qui ne revinrent jamais. Ils parlaient des os enterrés sur les terrains, des pierres gravées cachées dans les murs, des noms que personne ne se souviendrait plus. L'un de ces récits fut préservé dans un document remarquable découvert en 1978. Parmi les papiers donnés à l'université Howard figurait un manuscrit écrit à la main par Celia Robertson, née en esclavage en 1819. Son grand-père, Thomas, avait travaillé à la construction de la maison du président dans les années 1790. Elle mit par écrit ses histoires telles qu'il les lui raconta dans les années 1840, créant ainsi l'un des seuls témoignages de première main sur ce que signifiait réellement ce travail. Les des récits de Thomas, filtrés par la mémoire et l'écriture de sa petite-fille, peignent un tableau bien plus sombre que n'importe quelle histoire officielle. Grand-père Thomas disait qu'ils travaillaient jusqu'à ce que leurs mains saignent et que leur dos ne puisse plus se redresser. Il disait que les contremaîtres blancs ne les voyaient pas comme des hommes, mais comme des outils, comme les marteaux et les scies. Quand un outil se brisait, on le remplaçait. Quand un homme tombait, on le remplaçait. Il racontait qu'ils enterraient leurs amis la nuit, quand personne ne regardait, récitant des prières que personne n'écrirait jamais. Il disait que son ami Peter grava son nom dans une pierre et lui dit « Ils nous oublieront, mais la pierre s'en souviendra longtemps après notre départ. Nos noms seront dans ces murs, même si personne ne peut les voir. » Grand-père pleurait en me racontant cela. Il disait que Peter n'était jamais revenu du travail. Il tomba malade un été, on l'emmena, et personne ne le revit jamais. Le témoignage de Celia Robertson continue avec les récits des cauchemars de son grand-père. Il rêvait de cette maison jusqu'à la fin de sa vie. Elle écrivit qu'il se réveillait en tremblant, disant qu'il entendait encore les cris des hommes mourant dans le hangar où l'on plaçait les malades. Il disait avoir voulu les aider, leur apporter de l'eau, mais que les surveillants le lui avaient interdit. Il disait qu'on pouvait les entendre appeler leur mère, leur femme, implorer de l'eau, de la pitié.
Puis les cris cessaient, et le hangar devenait vide, et personne ne disait jamais ce qu'il était advenu de ces hommes. Thomas décrivit aussi un accident d'échafaudage ayant tué plusieurs ouvriers, confirmant les écrits de Colin Williamson dans son journal. Grand-père disait qu'il vit l'échafaudage céder et 3 hommes tomber, un blanc et 2 noirs. Le blanc fut immédiatement emporté et soigné. Les 2 noirs restèrent gisant au sol près d'1 heure avant que quelqu'un ne les regarde. L'un avait la jambe tordue et hurlait, l'autre ne bougeait plus. Finalement, on les transporta tous 2 vers le hangar. Il ne les revit jamais. Le document de Robertson resta inconnu du grand public jusqu'à sa découverte dans les archives de l'université Howard, puis mentionné dans une revue académique confidentielle en 1982. Même alors, il attira peu d'attention. La communauté historique dominante l'ignora, sans doute parce qu'il contredisait le récit confortable et patriotique établi depuis 2 siècles. Pourtant, il soulevait des questions capitales. Si la mémoire de Thomas était exacte, et rien ne permet d'en douter, alors les archives officielles avaient volontairement effacé des morts nombreuses et des conditions de travail atroces. Le hangar pour les malades correspondait exactement à celui décrit dans le journal de Williamson. L'accident d'échafaudage également. Les récits de Thomas et les observations contemporaines de Williamson se confirmaient mutuellement à travers le temps. Cette convergence d'indices confirmait ce que plusieurs historiens soupçonnaient depuis longtemps, sans jamais pouvoir le prouver. La construction de la maison du président avait coûté la vie à de nombreux esclaves, et ces morts avaient été effacées des archives. Les preuves de physique appuyaient aussi cette conclusion. En 1978, la même année où fut retrouvé le texte de Robertson, une équipe d'archéologues mena une étude complète des terrains de la Maison-Blanche. Grâce à un radar pénétrant le sol, ils détectèrent pour des anomalies compatibles avec des tombes non marquées à 3 emplacements du domaine. L'un près de l'endroit où Henry Reed avait trouvé des ossements en 1901, un autre près de l'ancien four mentionné dans le journal de Williamson, et un 3e à l'endroit occupé aujourd'hui par le Jardin des Roses. Les archéologues consignèrent ces résultats dans leur rapport technique, mais recommandèrent de ne pas creuser. Étant donné la sensibilité politique liée à la possible découverte de restes humains sur les terrains de la Maison-Blanche et le fait que ces restes seraient très probablement ceux de personnes réduites en esclavage, enterrées sans cérémonie ni trace, nous recommandons de laisser ces sites intacts, simplement marqués comme zones sensibles pour référence future. Autrement dit, nous savons probablement qu'il y a des corps ici, mais les exhumer serait politiquement trop compliqué. Notons-le et passons à autre chose. Cette décision, comme celle de Reed en 1901 et celle des commissaires dans les années 1790, privilégia la réputation institutionnelle plutôt que la vérité historique et la dignité humaine. Les personnes enterrées dans ces tombes anonymes furent oubliées dans la mort, comme elles l'avaient été dans la vie. Même lorsque la preuve de leur existence refaisait surface, la réaction fut de la réenterrer, au sens propre ou figuré. L'historien Benjamin Latrobe Jr., celui qui avait estimé entre 30 et 50 morts, devint obsédé par la recherche du véritable bilan. Dans les années 1880, il consulta les papiers des commissaires et commença à recueillir des témoignages oraux d'Afro-Américains âgés de la région de Washington. Il enregistra les récits de 17 personnes dont les grands-parents avaient travaillé sur le chantier. Leurs histoires de concordaient. Travail brutal, manque de nourriture et d'eau, maladies de constante, disparitions inexpliquées. Plusieurs mentionnaient l'été 1797 comme particulièrement mortel. Un témoin rapporta « Ma grand-mère disait que son oncle avait travaillé à la maison du président cet été-là, quand la chaleur était étouffante. Il tomba malade et on l'emmena loin des autres. Sa mère partit le chercher, mais ne put jamais savoir où on l'avait mis. Plus tard, on lui dit qu'il était mort et enterré, mais sans dire où. Elle chercha sa tombe pendant des années, sans jamais la trouver. Latrobe compila ses récits dans un manuscrit
qu'il espérait publier pour corriger l'histoire officielle. The Hidden Cost, Enslaved Labor in the Construction of Federal Buildings. Le coût caché. Le travail esclave dans la construction des bâtiments fédéraux. Mais aucun éditeur n'en voulut. Pendant 5 ans, il tenta en vain. Trop controversé, inadapté au lectorat, documentation insuffisante, risquant de ternir la réputation d'institution vénérable. Latrobe mourut en 1887, amer et frustré. Son manuscrit ne fut publié qu'en 1934 par une petite presse universitaire, tiré à seulement 500 exemplaires. Il se vendit mal et disparut rapidement des rayons. Aujourd'hui, à peine 2 douzaines d'exemplaires sont connus, disséminés entre bibliothèques et collections privées. Même lorsque la vérité fut documentée et accessible, elle ne parvint pas à percer le récit dominant. La mythologie de la Maison-Blanche comme symbole des idéaux démocratiques américains était trop puissante, trop essentielle à l'identité nationale. Admettre qu'elle avait été bâtie sur le dos d'êtres humains, réduits en esclavage, morts anonymes et oubliés, aurait exigé d'affronter des vérités que la nation n'était pas prête à regarder en face. Ainsi, la vérité demeura enfouie, parfois littéralement, sous des décennies, puis des siècles de silence. La maison du président ne fut achevée qu'en novembre 1800, lorsque John Adams devint le premier président à l'occuper. À ce moment-là, la plupart des travailleurs réduits en esclavage qui l'avaient bâti ont été renvoyés vers leurs plantations, dispersés à travers le Maryland et la Virginie. Leur rôle dans la création de l'édifice était déjà effacé du récit officiel. Le rapport final du commissaire, présenté en décembre 1800, fut un chef-d'œuvre d'omission. Il détaillait chaque élément architectural, chaque dépense, chaque défi surmonté. Il louait le dessin de James Hoban et la vision de George Washington. Il remerciait les artisans qualifiés qui avaient donné vie à l'édifice, mais pas une seule fois, il ne mentionnait que la majorité de ces artisans étaient des esclaves, sans salaire, sans reconnaissance, et parfois même sans sépulture. Thomas Jefferson s'installa dans la maison en mars 1801, après son investiture. Il apporta avec lui ses propres esclaves de Monticello, cuisiniers, domestiques, ouvriers pour entretenir les jardins. Pour Jefferson, la présence d'esclaves dans la demeure présidentielle n'était ni ironique ni contradictoire. C'était simplement l'ordre naturel des choses. Il écrivait avec éloquence sur la liberté, tout en vivant entouré de ceux qui n'en avaient aucune, sans jamais percevoir la dissonance morale de sa situation. Dans la communauté asservie de Washington et des environs, l'histoire de la construction du bâtiment se transmettait par des murmures, des récits chuchotés, des avertissements discrets. Les anciens qui avaient là travaillé sur le chantier racontaient à leurs enfants ce qu'ils avaient réellement vécu. La chaleur écrasante, les maladies, les amis disparus pour ne jamais revenir. Ils parlaient des ossements, enterrés quelque part sous les fondations, des pierres et de marquets dissimulés dans les murs, des noms que personne ne retiendrait. L'une de ces histoires survécut d'une manière extraordinaire. En 1843, une femme nommée Celia Robertson, née esclave en 1819, entreprit d'écrire les récits de son grand-père Thomas, qui avait travaillé à la construction de la maison du président dans les années 1790. Elle cacha ses écrits, sachant que la possession de textes par une personne asservie pouvait lui valoir de terribles châtiments. Son témoignage, transmis secrètement dans sa famille, demeura inconnu des historiens pendant des générations. Les récits de Thomas, filtrés par la mémoire attentive et l'écriture prudente de sa petite-fille, décrivaient une réalité bien plus sombre que toute histoire officielle. Grand-père Thomas disait qu'ils travaillaient jusqu'à ce que leurs mains saignent et que leur dos ne puisse plus se redresser. Les contremaîtres blancs, affirmait-il, ne les voyaient là pas comme des hommes, mais comme des outils, des marteaux, des scies. Quand un outil se brisait, on le remplaçait. Quand un homme tombait, on en prenait un autre. Ils racontaient qu'ils enterraient leurs camarades la nuit, en cachette. Ils priaient pour eux, des prières que personne n'écrirait jamais. Il parlait de son ami Peter, qui grava son nom sur une pierre et lui dit « Ils nous oublieront, mais la pierre se souviendra ».
Longtemps après notre départ, nos noms seront dans ces murs, même si personne ne peut les voir. » Grand-père pleura en racontant cela. Il disait que Peter n'était jamais revenu du chantier. Il était tombé malade un été, et on l'avait emmené. Personne ne l'avait revu. Thomas évoquait aussi l'abri près du four, où l'on amenait les ouvriers malades durant cet été terrible de 1797. Il avait essayé de leur porter de l'eau, mais les surveillants l'en empêchaient. Il disait qu'on pouvait les entendre supplier, appeler leurs mères, leurs épouses, implorer de l'eau, de la pitié. Puis le silence était revenu. Quelques jours plus tard, le hangar était vide, et nul ne sut ce qu'il était advenu de ces hommes. Il fit des cauchemars jusqu'à sa mort. Si cette histoire vous émeut, si elle vous révolte, prenez un instant pour soutenir ce récit, pour réfléchir à ce qu'il révèle. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces hommes dans ce hangar? Les discussions, les hypothèses que nous partageons, aident à éclairer ces chapitres sombres de l'histoire. Le témoignage de Celia Robertson resta caché dans sa famille pendant des décennies après sa mort, en 1889. À cette époque, les récits officiels sur la maison du président s'étaient déjà figés en une mythologie confortable, où le travail forcé n'était presque jamais mentionné. Un guide de 1831 décrivait l'édifice comme érigé par des artisans et des ouvriers habiles, réunis grâce aux efforts diligents du commissaire fédéral. Le mot « réuni » faisait d'un labeur imposé une collaboration volontaire. Parfois, des indices venaient de troubler ce récit aseptisé avant d'être aussitôt enfoui à nouveau. En 1867, sous la présidence d'Andrew Johnson, des ouvriers réparant les fondations découvrirent plusieurs artefacts datant clairement du XVIIIe siècle. Parmi eux, un petit disque de bois d'environ 5 cm, finement gravé sur les deux faces. D'un côté, les initiales PL. De l'autre, une date, 1796. Le contremaître reconnut l'importance possible de l'objet et le remit à l'intendant de la Maison-Blanche. Celui-ci le nota brièvement dans son registre. Article curieux trouvé lors des travaux de réparation, semble ancien. Puis le rangea dans un placard. Aucune autre enquête ne fut menée. Le disque resta oublié, tout comme l'homme dont il portait sans doute les initiales, probablement Peter Lennox, oublié depuis 70 ans déjà. Cette même année, un autre événement survint, que l'intendant ne nota pas dans son registre officiel, mais qu'il mentionna dans une lettre privée à son frère, datée du 14 septembre 1867. Lors des réparations de ce mois, les ouvriers ont mis au jour, près du mur est, ce qui semblait être des restes humains. De vieux os, plusieurs crânes. Les hommes ont été bouleversés, surtout les travailleurs de couleur. J'en ai discuté avec le secrétaire du président et nous avons convenu qu'il valait mieux gérer cela discrètement. Les os ont été réenterrés sur place et les travaux ont continué ailleurs. Je soupçonne qu'il s'agissait de travailleurs morts lors de la construction et enterrés à la hâte, mais soulever ce sujet aujourd'hui n'apporterait rien de bon et risquerait d'alimenter un scandale inutile. Cette décision de garder le silence et de réenterrer les corps créa un précédent que d'autres suivraient. Les morts resteraient enterrés. Les questions resteraient sans réponse. En 1891, le département de l'Intérieur chargea un historien nommé Herbert Bravtoft d'écrire une histoire complète des bâtiments fédéraux. On lui donna accès à des archives jusque-là oubliées, des correspondances entre commissaires et propriétaires de plantations, entreposées dans un hangar du département de la guerre. Ce qu'il y découvrit le bouleversa. Parmi les lettres jaunies figurait un échange entre William Brent et les commissaires, admettant la mort de 5 de ses ouvriers. D'autres lettres similaires parlaient de travailleurs perdus, de compensations exigées, de factures médicales, suggérant des épidémies de massives. La plus choquante était une lettre non envoyée, écrite par Samuel Davidson à son frère en décembre 1797. On m'a informé que 3 de mes ouvriers sont morts cet été sur le chantier du gouvernement. Morts, paraît-il, de fièvre. Aucune autopsie. Ces hommes étaient forts et en bonne santé en juin. 3 mois plus tard, ils sont morts,
et l'on me dit que c'est une malheureuse coïncidence. Je n'y crois pas. Ce chantier est barbare. Les contremaîtres sont cruels. Les hommes meurent de mauvais traitements autant que de maladies. Davidson poursuivait « J'ai parlé à d'autres propriétaires. William Brent a perdu 5 hommes et n'a rien su avant de réclamer des explications. Notley Young m'a dit qu'une douzaine de ses travailleurs sont revenus malades. 3 sont morts peu après. Le véritable nombre de morts dépasse tout ce qu'on admet publiquement. Je ne prêterai plus jamais un seul homme à ces projets fédéraux. » Bravetoft resta longtemps assis dans cette salle d'archives après avoir lu ces mots. S'il croyait Davidson, et il avait les preuves que de la mort des 5 hommes de Brent, alors, au moins, 24 esclaves étaient morts sur ce chantier. Et Davidson affirmait clairement que le véritable chiffre était bien plus élevé. Bravetoft rassembla ses conclusions dans un chapitre intitulé « Le coût humain de la construction ». Il y écrivit « La construction de la maison du président, symbole de la démocratie américaine, fut accomplie en grande partie grâce au travail forcé d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Les conditions étaient brutales, la rémunération inexistante, et les décès, qu'on peut estimer à au moins 40, peut-être bien davantage, furent volontairement effacés des archives officielles et des récits ultérieurs. Quand il remit son manuscrit en 1892, la réponse du département fut immédiate. Bien que nous reconnaissions la rigueur de vos recherches, la section concernant les incidents malheureux survenus durant la construction ne correspond pas à l'objectif de ce projet, qui est de célébrer les réussites architecturales et techniques de nos bâtiments fédéraux. Veuillez supprimer entièrement cette partie et vous concentrer sur les aspects positifs. » Bravetoft protesta. Il répondit qu'une histoire complète devait inclure les vérités dérangeantes, que passer sous silence la souffrance des esclaves revenait à trahir la mémoire de ceux qui étaient morts. Le ministère de l'Intérieur répondit encore plus directement « Retirez la section, ou le livre ne sera pas publié et vous ne serez pas payé. » Bancroft avait passé 2 ans sur ce projet. Il avait une famille à nourrir. Il retira la section, mais ne put se résoudre à la détruire. Il conserva les pages supprimées parmi ses papiers de personnel, avec des copies des lettres les plus accablantes qu'il avait trouvées. Sur le dossier qui les contenait, il écrivit une note, la vérité sur la manière dont la maison du président a été construite, supprimée de mon histoire à la demande du gouvernement. Puissent des gens plus courageux que moi raconter un jour cette latte histoire. H.B. Avril 1892. La version publiée de l'histoire de Bancroft parut en 1893. Elle ne contenait qu'un seul paragraphe mentionnant le travail des esclaves. Le projet employa des ouvriers venus des plantations voisines sous contrat avec leurs maîtres, une pratique courante à l'époque. Ces ouvriers apportèrent dans leurs compétences à la construction de ce magnifique édifice. La section supprimée, avec sa documentation méticuleuse des décès, les extraits de la lettre accablante de Davidson et son estimation d'au moins 40 morts, resta dans les papiers personnels de Bancroft. À sa mort, en 1918, sa famille entreposa ces papiers dans des boîtes, ignorant leur importance historique. L'historien de l'architecture Benjamin Lathrop Jr., fils du célèbre architecte, avait passé les années 1880 à tenter de reconstituer la vérité sur la construction de la maison du président. Il avait consulté tous les documents accessibles, interrogé des Afro-Américains âgés dont les grands-parents ou arrière-grands-parents avaient travaillé sur le chantier, et recueilli 17 récits oraux. Tous décrivaient des conditions brutales, des maladies constantes et des ouvriers qui disparaissaient sans jamais revenir. Lathrop rassembla tout dans un manuscrit intitulé « Le coût caché ». Le travail asservi dans la construction des bâtiments fédéraux. Il estimait, d'après les lacunes dans les registres de paiement et les témoignages oraux, qu'entre 30 et 50 esclaves avaient probablement péri pendant la construction de la maison du président. Pendant 5 ans, Lathrop chercha un éditeur. Chaque réponse fut la même, trop controversée,
inadapté au public actuel, documentation insuffisante, ou encore nuirait à la réputation de nos institutions. Latrobe mourut en 1887 sans que son manuscrit ne soit jamais publié. Ses papiers furent donnés à une bibliothèque universitaire où ils restèrent non catalogués et non lus, dans des boîtes simplement étiquetées « Latrobe », note architecturale. La vérité existait. Elle était documentée, archivée, conservée dans des collections familiales et universitaires. Mais elle ne pouvait rivaliser avec le récit officiel. Le mythe de la Maison-Blanche comme symbole pur des idéaux américains était trop essentiel, trop sacré. Reconnaître qu'elle avait été bâtie sur le dos d'hommes asservis, morts et oubliés, aurait exigé d'affronter des vérités que la majorité des Américains du XIXe siècle n'étaient pas prêts à entendre. En octobre 1901, la découverte faite par l'équipe d'Henry Reed sous les fondations de l'aile Est fit ressurgir toutes ces vérités enfouies, du moins pour les quelques personnes qui en eurent de connaissance. Le chantier de restauration visait à renforcer les fondations affaissées après un siècle. Les ouvriers creusèrent jusqu'à atteindre les pierres d'origine posées en 1792. À environ 2 mètres sous le niveau actuel du sol, la pelle d'un ouvrier heurta quelque chose qui n'était ni de la pierre ni de la terre. Il appela son contremaître et l'équipe continua à creuser prudemment. Des os humains, un crâne, puis un autre, et encore d'autres. Le contremaître arrêta immédiatement les travaux et fit venir le surintendant Henry Reed. Reed arriva dans l'heure et examina la découverte. Au moins une douzaine de crânes étaient visibles, avec de nombreux autres os, enterrés à la hâte, sans cérémonie. Pas de cercueil, pas de marqueur, pas d'objets personnels, seulement des restes humains jetés dans la terre, sous les fondations de l'édifice. Reed, âgé de 53 ans, travaillait depuis 30 ans sur les plus grands bâtiments de Washington. Il comprit aussitôt ce qu'il avait sous les yeux et ce que cela signifiait. Il comprit aussi que si la découverte devenait publique, elle susciterait des questions, des enquêtes, et révélerait l'histoire que l'on avait soigneusement dissimulée pendant un siècle. Il prit sa décision dans l'heure. Tout serait réenterré exactement là où cela avait été trouvé. Personne n'en parlerait. Les travaux de fondation seraient déplacés du côté ouest du bâtiment et chaque ouvrier serait averti que quiconque évoquerait la découverte serait immédiatement renvoyé. Les ouvriers noirs devinrent très silencieux. L'un d'eux, un vieil homme nommé Joseph, travaillant sur le domaine depuis 40 ans, s'approcha de Reed pendant le réenterrement. « Monsieur, dit-il doucement, mon père a travaillé à la construction de cette maison. Avant de mourir, il racontait des histoires. Il disait qu'il y avait des hommes enterrés près de la maison, des ouvriers morts dont on n'avait pas voulu parler. Il les appelait les oubliés. » Reed le regarda. « Ton père a-t-il dit combien ?» ?»« Il ne savait pas exactement, monsieur, mais il disait que c'était plus que quelques-uns. Il disait qu'un été terrible de chaleur, beaucoup sont tombés malades. On les emmenait dans un hangar et puis, on ne les entendait plus. Les gens savaient dès qu'ils étaient morts, mais personne ne le disait ouvertement. Ils les enterraient en silence et continuaient à travailler. » Reed hocha lentement la tête. « Merci de me l'avoir dit, Joseph. Mais ce qu'on a trouvé aujourd'hui ne doit pas quitter ce chantier. Tu comprends ? » ?»« Oui, monsieur, je comprends. » Joseph hésita. « Mais ces hommes méritent mieux que d'être enterrés 2 fois dans l'oubli. »« Je sais qu'ils le méritent, » répondit Reed, « mais ce n'est pas une décision que je peux prendre. » Ce soir-là, dans sa chambre d'une pension proche, Reed écrivit dans son journal « Nous les avons trouvés aujourd'hui, au moins 12 crânes, peut-être plus, enterrés à la hâte sous la fondation Est d'origine. Pas de cercueil, pas de marque, pas de dignité. Certains crânes montrent des traces de traumatisme, mais je ne suis pas expert. Joseph, un de nos ouvriers noirs, m'a raconté que son père parlait de travailleurs enterrés près de la maison pendant la construction. Il les appelait les oubliés, un nom approprié. Nous avons tout réenterré cet après-midi. J'ai prévenu l'équipe que quiconque en parlera sera renvoyé sur le champ. J'ai déplacé les travaux vers le côté ouest. Cette découverte ne doit jamais être connue du public. Mais je me sens malade
à l'idée de ces âmes enterrées comme des déchets sous le grand symbole de notre République. Reed ne rédigea jamais de rapport officiel, il n'en parla ni au personnel présidentiel, ni au ministère de l'Intérieur. Il garda le secret jusqu'à sa mort, 23 ans plus tard. Seul son journal personnel, que sa famille conserva sans jamais le lire attentivement, garda la trace de ce qui avait été trouvé. Les os que Reed et son équipe réenterrèrent cet après-midi d'octobre 1901 restèrent dans la terre, oubliés au XXe siècle comme ils l'avaient été au XVIIIe. Les hommes auxquels ils appartenaient, certains probablement mentionnés dans les documents scellés dans les fondations, d'autres ayant gravé leurs noms sur des pierres, désormais dissimulés derrière le plâtre, demeurèrent sans nom et sans sépulture digne. Mais cette découverte souleva des questions que Reed n'osa jamais formuler à voix haute. Si au moins 12 personnes étaient enterrées sous la fondation Est, combien d'autres reposèrent ailleurs? Le domaine couvrait plus de 7 hectares. Y avait-il d'autres fosses jamais découvertes? Combien d'hommes étaient réellement morts à bâtir cette maison? Reed repensa à l'histoire du hangar racontée par le père de Joseph, à ces ouvriers malades qu'on n'avait jamais revus, au crâne fracturé, au silence des archives. En 1797, quelqu'un avait décidé que ces morts ne valaient pas la peine d'être consignés. En 1867, quelqu'un d'autre avait décidé que des os découverts lors de réparations devaient être réenterrés discrètement. Et en 1901, Reed venait de prendre la même décision. Le schéma était clair. Les morts resteraient enfouis, la vérité resterait cachée, et le mythe confortable de l'édifice demeurerait intact. Le printemps suivant, en mars 1902, des ouvriers retirant le vieux plâtre des murs intérieurs découvrirent ce que James Hoban avait déjà noté en 1796. Derrière le plâtre, sur les pierres tournées de vers l'intérieur, se trouvaient des marques gravées, pas aléatoires, des noms, des initiales, des symboles gravés par ceux qui avaient létaillé la pierre. Un ouvrier remarqua un bloc portant les lettres TIH, un autre PL, un troisième Isaac. Le superviseur examina les gravures, puis ordonna de reboucher immédiatement et d'en taire l'existence. Mais un jeune ouvrier, Timothy O'Brien, fit un croquis de 3 de ces pierres avant qu'on ne remette le plâtre. Le soir, il écrivit dans son journal « Trouvez aujourd'hui des noms gravés dans les pierres. Le vieux James, l'homme de couleur qui travaille au sous-sol, dit que c'était sûrement des esclaves qui ont bâti cet endroit. Il dit qu'ils gravaient dans leurs noms pour ne pas être oubliés. Le contremaître nous a dit de recouvrir et de ne pas en parler. C'est mal de laisser ces noms cachés, mais j'imagine que ça a toujours été ainsi. » Le croquis d'O'Brien montrait 3 ensembles de lettres. T sur une pierre, PL sur une autre, Isaac sur la 3e. Thomas, Peter Lennox, Isaac. Des noms figurant déjà dans les registres de paiement des commissaires, un siècle plus tôt. Redécouverts, gravés dans la pierre, puis aussitôt dissimulés à nouveau. Le plâtre fut reposé l'après-midi même. Les noms furent recouverts. Les ouvriers passèrent à d'autres murs, d'autres tâches. Une semaine plus tard, plus personne n'en parlait. Theodore Roosevelt, qui résidait alors à la Maison-Blanche, ne fut jamais informé ni des ossements découverts l'année précédente, ni des noms gravés mis au jour ce printemps-là. Ces faits furent jugés non pertinents pour les affaires du président. Reed garda le silence, et les superviseurs des rénovations n'y virent aucune raison de revenir. À l'été 1902, les travaux étaient terminés. La Maison-Blanche resplendissait, structure consolidée, intérieur rajeuni. Les visiteurs admiraient sa beauté et son importance historique. Les guides racontaient des anecdotes sur son architecture, les présidents qui y avaient vécu, les grandes décisions prises entre ses murs. Personne ne mentionnait les eaux sous le sol, personne ne parlait des noms cachés dans les murs, personne n'évoquait le prix humain payé pour ériger ce symbole de la démocratie américaine. Pourtant, dans les communautés afro-américaines du Maryland et de Virginie, des anciens racontaient encore les histoires transmises par leurs grands-parents, ceux qui avaient travaillé sur la maison du président et qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Ces récits se perpétuaient de génération en génération, préservés dans les familles,
même lorsqu'ils disparaissaient des livres d'histoire officiels. Mais en 1902, la plupart de ces vieux conteurs étaient morts. Leurs enfants se souvenaient encore de certaines histoires, mais les détails devenaient de plus flous à chaque génération. Les noms furent oubliés. Les incidents précis se confondirent. La vérité devint difficile à distinguer de l'embellissement ou de la confusion. Celia Robertson était morte en 1889, et ses écrits soigneusement cachés sur les expériences de son grand-père Thomas restèrent dissimulés, inconnus de quiconque en dehors de sa famille immédiate. La section supprimée du manuscrit d'Herbert Bankfra dormait dans une boîte de son bureau. Le livre inédit de Benjamin Latrobe Jr. prenait la poussière dans une réserve universitaire. La lettre de 1867 de l'intendant de la Maison-Blanche à son frère, mentionnant la découverte d'ossements, avait été jetée après la mort de ce dernier. Le journal d'Henry Reed reposait sur une étagère dans sa chambre, sans jamais être lu. La vérité existait, éparpillée à travers des dizaines de documents, de souvenirs et d'artefacts cachés. Mais une vérité dispersée est une vérité invisible, sans quelqu'un pour rassembler les pièces, insister sur leur importance, poser les questions qui dérangent. Cette vérité pouvait tout aussi bien ne pas exister du tout. La maison du président brillait sous le soleil de Washington, sans doute l'édifice le plus reconnaissable d'Amérique. Des visiteurs de tout le pays venaient l'admirer. Les écoliers apprenaient de son histoire. Les artistes la peignaient. Les photographes la capturaient. Les politiciens y travaillaient. Et sous leurs pieds, dans des tombes anonymes disséminées sur le domaine, reposaient au moins une douzaine de personnes qui avaient bâti les fondations mêmes que ces visiteurs foulaient. Personne ne connaissait leur nom. Personne ne savait exactement où ils étaient enterrés. Personne ne savait précisément comment ils étaient morts, ni combien d'autres étaient morts avec eux. Les questions qui auraient dû être posées en 1787 ne le furent jamais. Les enquêtes qui auraient jamais dû avoir lieu en 1867, 1891 ou 1901 n'eurent jamais lieu. La reconnaissance qui aurait dû être donnée ne fut jamais offerte. Les noms gravés restèrent cachés derrière le plâtre. Les ossements restèrent enfouis dans la terre. Les documents restèrent éparpillés et non lus dans diverses archives et collections privées. Et le mythe confortable selon lequel la maison du président avait été bâtie par des artisans qualifiés travaillant dans des conditions normales demeura intact. Dans les quartiers des Noirs de Washington, certains savaient encore une autre vérité. Les anciens montraient sur du doigt la Maison-Blanche et disaient « Ce sont nos gens qui l'ont construite, de leurs propres mains, et ils n'en ont rien reçu. Certains sont morts en la construisant et ont été enterrés juste là, sur le terrain. Mais tu ne liras jamais ça dans aucun livre. » Leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants entendirent ces récits, mais n'y crurent pas toujours. Les histoires semblaient trop douloureuses, trop accusatrices envers le plus grand symbole de la nation. Sûrement, si des esclaves avaient construit la Maison-Blanche et y étaient morts, cela figurerait dans les livres d'histoire. Sûrement, le gouvernement reconnaîtrait un fait d'une telle importance, mais ce n'était pas dans les livres d'histoire, et le gouvernement ne l'avait jamais reconnu. Les histoires étaient vraies, mais elles ne vivaient que dans la tradition orale des descendants des esclaves, tandis que l'histoire écrite racontait un récit plus propre, plus rassurant. C'est ainsi que la vérité meurt, non pas dans une suppression spectaculaire, mais dans 1000 petites décisions de détourner le regard, de rester silencieux, de privilégier le confort à l'honnêteté. Herbert Bancroft coupant sa section plutôt que de perdre son paiement. Henry Reed réenterrant les ossements plutôt que de provoquer un scandale. Les superviseurs des rénovations ordonnant de replâtrer les pierres gravées plutôt que de reconnaître leur signification. Chaque décision, prise isolément, semblait raisonnable. Chaque personne qui choisit le silence avait ses raisons. Mais l'accumulation de toutes ces décisions, raisonnables, fit que les gens qui avaient bâti la Maison-Blanche de leurs propres mains, qui étaient morts en la construisant, qui avaient gravé leur nom dans la pierre, en espérant être un jour rappelés. Ces gens furent oubliés quand même.
La Maison-Blanche se dresse encore, plus d'un siècle après la découverte, puis la réinhumation de ses ossements. Elle repose sur des fondations posées par des gens dont les noms ont été effacés de l'histoire. A été bâtie avec un travail jamais rémunéré, jamais reconnu, jamais honoré. Et pendant des générations après 1902, le mythe confortable persista, car la vérité avait été enterrée trop de fois, trop profondément, par trop de personnes qui avaient ou l'avaient choisi de ne pas la voir. Ce mystère nous montre comment la vérité historique peut être méthodiquement effacée par des décisions apparemment raisonnables. Comment le silence institutionnel peut être plus puissant que la censure active, et comment des gens peuvent bâtir les symboles les plus célèbres tout en restant totalement invisibles. Il nous montre que le prix du maintien de mythes confortables est souvent payé par ceux qui n'ont ni voix pour protester, ni pouvoir pour exiger qu'on se souvienne d'eux, ni moyen de forcer l'histoire à reconnaître leur existence. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à tous ces ouvriers dont les noms ont disparu des registres? Combien, selon vous, sont réellement morts? Laissez votre commentaire ci-dessous avec vos théories. Si vous avez trouvé cette histoire aussi troublante qu'elle l'est réellement, abonnez-vous à Liturgy of Fear, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ces histoires oubliées. À bientôt dans la prochaine vidéo.